et toutes, soyez les bienvenus dans cette nouvelle séance. Alors, je sais que vous nourrissez tous et toutes une saine passion pour la grammaire, mais on va faire un peu une pause sur les questions grammaticales, histoire de parler un peu d'autre chose de temps en temps. Alors, de quoi sera fait notre quotidien dans les quelques cours qui viennent? Eh bien, il sera fait de l'oral à l'école, l'oral à la cycle 2 et 3, la pratique de l'oral. Ce cours sur la pratique de l'oral va commencer, il y aura 3 grands temps. Il va commencer par un petit apport théorique. Peut-être certains ont déjà vu ces notions-là lorsqu'ils étaient en première année de licence. C'est la notion des facteurs et fonctions de la communication. C'est un vocabulaire extrêmement commun à toutes les études liées à l'oral. Donc, vous voyez, de même qu'il y a des morphèmes, des phonèmes, il y a des graphèmes, il y a un certain nombre de termes qu'il faut maîtriser quand on parle de l'oral. Donc, nous allons consacrer une demi-heure, peut-être un peu plus à cela. Puis, une question sur les enjeux de la communication orale à l'école maternelle pour commencer, mais on s'élargira sur les autres sites. Et puis, nous ferons une observation de documents. Cette observation de documents, c'est des productions d'élèves, des productions orales, qui nous permettront de déterminer, justement, d'observer en tout cas, ce que peut produire un élève de maternelle et comment il progresse. Cette dernière partie, la partie d'observation de documents, je la calque aussi sur ce qui relève de l'épreuve orale du concours. Ce n'est pas notre objectif spécifique cette année de préparer à l'oral, mais enfin, que vous ayez une idée à quoi cela ressemble. C'est un dossier, et dans ce dossier, il y a plusieurs types de documents, et de ces documents, il faut faire un traitement, c'est-à-dire construire une séance. Donc, c'est ce que nous ferons. Je ferai en sorte que les cours que nous faisons ici aient plusieurs intérêts à plusieurs degrés, y compris cet intérêt-là de vous initier déjà à la pratique de l'oral. Alors, première grande partie de ce cours que j'appellerai facteurs et fonctions de la communication. Facteurs et fonctions. Ce sont des de la communication. Ce sont des définitions qui ont été données par un très grand linguiste américain d'origine russe qui s'appelle Roman Jakobson. Roman comme son nom, comme le prénom, mais Jakobson avec un J. Jakobson. Roman Jakobson, J-A-K. Décidément, il faut que je me réveille. Parce que vous voyez une partie. J-A. Voilà. Les facteurs et les fonctions de la communication. Alors, les facteurs, c'est tout simple. Les fonctions, c'est tout simple aussi, mais c'est le vocabulaire qui est un petit peu exotique, dirons-on. Pour faire un petit peu de science, d'histoire, il y a dans une université américaine qui s'appelle le Massachusetts Institute of Technology, qu'on appelle aussi le MIT avec les initiales, il y a depuis les années 1920 un gros pôle de recherche en linguistique et en communication qui a donné les plus grands grammairiens de ce XXe siècle, en particulier Jacobson, en particulier un autre qui s'appelle Noam Chomsky, mais d'autres encore dans les années 20, Hall par exemple, qui ont véritablement marqué les manières de décrire la langue et qui ont inventé des catégories de description qui permettent d'analyser les langues. Et c'est donc le cas de Jacobson sur tout un ensemble de champs. Et puis, il a fait une petite nomenclature, une petite description de ce qu'on appelle donc la communication. Alors, la question qui est posée, vous la voyez ici, c'est
que faut-il qu'il y ait pour que communication il y ait? Eh bien, il y a 6 facteurs. Alors, il a essayé de chercher la régularité. Il y a 6 facteurs qui vont avec 6 fonctions. 6 facteurs qui vont avec 6 fonctions. Et les facteurs, vous allez voir, sont pour la plupart extrêmement simples. Alors, une remarque, ce fichier, ce PowerPoint-là, il se trouve dans le CM1 du S8. Vous allez sur Moodle. Sur Moodle, vous avez M1, Bedford, vous avez l'UE2. Dans l'UE2, vous avez notre dispositif maths français, et puis vous avez le français, S7, S8. Et sous S8, vous avez tous les cours empilés. Alors, je ne les fais pas forcément dans le même ordre, parce que je me calque un petit peu sur les autres sites. Donc, le CM1, cours magistral 1, c'est facteurs et fonctions de la communication. Il y a 2 fichiers dedans. Il y a EXO, il est là, je vais vous le distribuer. Et puis, il y a un PowerPoint qui s'appelle facteurs et fonctions. C'est ce que je suis en train de vous faire décrire. Donc, vous allez pouvoir retrouver écrit et vidéo de surcroît tout ce que je vous dis. Pour qu'il y ait communication, il faut que, évidemment, il y ait un premier élément, pardon, qui est donc l'émetteur. Autrement exprimé, il faut que quelqu'un produise. Si vous vous taisez tous pendant ce cours, et moi aussi, eh bien pour le coup, ce n'est pas un acte de communication. C'est un symposium où tout le monde réfléchit. Bon, en tout cas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, évidemment, prenne la responsabilité de l'acte de communication. L'émetteur, c'est celui qui produit. Et pour qu'il y ait communication, eh bien, il faut qu'à le bout, il y ait émetteur, eh bien, récepteur. Alors, la communication utilisera des termes parfois différents. On dira producteur, destinataire. Bon, c'est la même chose. Vous comprenez que ce qui est important, c'est le concept. Un qui envoie, l'autre qui reçoit. Un émetteur, un récepteur. Ce qui implique une chose, c'est que toute communication qui n'aurait pas un alter ego, c'est-à-dire une personne en face, n'est pas un acte de communication. Si vous parlez tout seul, ça m'arrive beaucoup, dans votre voiture ou ailleurs, ce n'est pas de la communication. C'est juste que vous êtes fatigué, c'est juste que vous êtes en roue libre, c'est juste que, bon, non, il faut qu'il y ait un objet de communication. Alors un jour, un étudiant m'a dit, bon, alors si prenons le cas d'une prière, qu'est-ce qui se passe? Ben, si vous priez, c'est que implicitement, vous estimez qu'il y a quelqu'un au bout du fil, en quelque sorte. C'est-à-dire que la prière, elle va quelque part. Donc, il y a un récepteur, même s'il n'est pas là, physiquement, présentement, sous les yeux, on suppose quand même qu'il sera à l'autre bout. Donc, un récepteur. Entre les deux, ce qui est envoyé s'appelle le message. Et ce message, pardon, il est linguistique ou pas. Si je regarde par la fenêtre, je vois quelqu'un que je connais, je lui fais un vague signe de la main, ce vague signe de la main est un message. C'est quelque chose que j'envoie en direction de celui qui est en face. Si je fais un clin d'œil à quelqu'un en parlant, je parle à quelqu'un, je fais un clin d'œil en même temps à quelqu'un d'autre, eh bien, mon message intègre ce clin d'œil. Tout élément qui part du premier en direction du deuxième, tout élément qui part de l'émetteur en destination du récepteur est considéré comme message. La parole, bien sûr, mais tout ce qui est corporel, tout ce qui est extra-linguistique est un message. Donc, vous voyez, les 3 premiers facteurs coulent de source. Pour qu'il y ait communication, il faut quelqu'un qui envoie, quelqu'un qui reçoit. Les 3 suivants ne sont pas beaucoup plus difficiles.
il faut qu'il y ait, pour que la communication se fasse, un contenu de communication. Il faut qu'il y ait une information qui s'échange. Si je me contente de vous envoyer des mots sans aucun fil directeur, alors soit c'est une dictée, l'école on fait des rituels de dictée où on vérifie que les élèves ont mémorisé les mots, je vous dirais radiateur, téléviseur, chaise, boulot, peuplier, marronnier. Bon, alors là, évidemment, ça n'a aucun sens. Mais c'est un cadre qui donne du sens à la chose, c'est un exercice d'une certaine façon. Il faut qu'il y ait donc un référent. Ce référent, c'est le contenu de l'information qui est échangée. Il faut que il y ait la volonté de transmettre un contenu entre celui qui émet et celui qui reçoit. Une petite remarque, car il faut aussi que nous fassions un peu de culture dans ce cours de français. Nous allons chercher une pièce de théâtre. Nous cherchons une pièce de théâtre d'un auteur roumain naturalisé français. Cette pièce de théâtre a un nom en relation avec l'opéra, mais aussi avec les cheveux. Cette pièce de théâtre manifeste oui, la cantatrice chauve. Et l'auteur, c'est Ionesco, Eugène Ionesco. La cantatrice chauve, c'est une pièce qui joue sur la notion de communication et de référent. Ces deux couples qui s'invitent à manger, enfin l'un invite l'autre à manger, et tout est fait pour vider, absolument vider, tout référent de la communication. Alors, on parle de quoi? Eh bien, on parle de rien, on fait des phrases sans sens, ou alors les situations qui sont exposées sont totalement absurdes. Par exemple, on parle de connaissances communes et ils ont tous, dans la famille en question, ils ont tous le même prénom, le père, la mère, les enfants, les grands-parents, etc. Et très rapidement, la conversation devient tout à fait idiote puisqu'on parle d'une personne, mais d'une autre, mais d'une autre, mais d'une autre, mais d'une autre. On voit bien que c'est des personnes différentes, mais ils portent tous le même nom. Il y a un tel scopage, un petit peu, de la rationalité et du sens. Si nous avons un peu de temps tout à l'heure, je vous passerai 5 minutes d'extrait, vous allez très vite voir à quoi ça ressemble. Des phrases complètement désarticulées et complètement vides de sens. Donc, pour que théoriquement il y ait communication, il faut qu'on parle d'un sujet particulier. Mais il faut aussi, ça ne se complexifie pas, nous sommes toujours un peu dans la logique, il faut qu'il y ait un moyen de communication. Un moyen de communication, ce moyen de communication en termes linguistiques, c'est ce qu'on appelle donc le canal. C'est le moyen de porter, le moyen qui porte le référent. Par exemple, depuis le début de ce cours, j'utilise au moins 4 canaux. J'utilise ma voix, évidemment. C'est ma voix qui porte l'information. J'utilise le tableau. J'utilise l'ordinateur et puis j'utilise le vidéoprojecteur qui sert. L'ordinateur, c'est celui qui produit les images, mais c'est le vidéo aussi qui vous les rend visibles. Donc le canal, c'est le moyen avec lequel on va communiquer. C'est la voix, c'est le téléphone, c'est la télévision, c'est la radio, c'est le papier, bien sûr, ou ça peut être la... Oui, pardon. Alors, s'il porte un sens particulier, évidemment, on distinguera ce qui relève du message qu'il porte. Oui, par exemple, si vous faites comme ça dans la rue à quelqu'un, le geste est un canal, et puis le sens que ça a, un message. Le message, il est. Mais effectivement, si je prends
façon de communiquer un peu particulière qui est la langue des signes. La langue des signes, le canal, c'est véritablement le corps, et en particulier les mains. Si je dis il y a très longtemps, mais sans parler, il y a très longtemps, dans la forêt, à l'intérieur, une maison, et à l'intérieur, une chair, ben, c'est mes signes qui forment la fabrication du sens. Si je dis encore 2 semaines en avant, moi, je pars en vacances, bah, voilà, c'est pas ma voix qui devrait vous apprendre ce que je dis, c'est les signes que je fais si vous parliez la langue des signes. Donc les signes, c'est un canal. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les canaux? On peut les classer en fonction de leur plus ou moins grande capacité à être réversible, c'est-à-dire à pouvoir inverser le statut d'émetteur et le statut de récepteur. Exemple tout simple, le téléphone. Téléphone, théoriquement, celui qui appelle est émetteur, celui qui reçoit est destinataire, récepteur, mais très vite, il y a échange. Le récepteur devient émetteur, l'émetteur devient récepteur, voilà, on se parle et donc on s'échange. Il y a un seul cas où le téléphone n'est pas réversible, c'est quand vous laissez un message sur la messagerie, justement. C'est-à-dire que vous parlez à un récepteur qui ne répond jamais pendant le temps de la communication. S'il vous rappelle, alors il y aura un nouveau message, un nouvel acte de communication qui fonctionnera. Cette réversibilité du canal, elle est devenue très importante avec le développement des nouvelles technologies. Pourquoi? Parce que les nouvelles technologies, elles permettent des interactions entre l'un et l'autre. Vous avez une certaine maîtrise apparente de l'acte de communication. Vous cliquez sur quelque chose, on vous dit un truc, vous cliquez sur un autre. Bon, vous avez une part plus ou moins grande dans la recherche du message en tant que récepteur. Il y a des canaux, on peut appeler ça aussi des médias. Des médias, ce n'est pas simplement des journaux, les télévisions, les radios. Médium, ça veut dire relais. Ça veut dire relais. Donc un canal, c'est un relais, ce qui permet la jonction. Certains médias certains canaux sont absolument non réversibles et c'est leur problème, comme la télévision par exemple. Télévision, vous avez beau l'engueuler, elle ne changera pas toute seule, elle ne vous répondra pas, vous resterez récepteur quand elle sera émettrice. D'où toute une tentative, tout un ensemble de tentatives assez pitoyables des émissions de télévision pour essayer d'intégrer le récepteur, oui, dans l'acte. On vous dira par exemple, bienvenue dans votre journal. Pas du tout votre journal. C'est pas vous qui l'avez fait, vous n'êtes pas payé pour le faire, vous n'avez aucune incidence sur le contenu. Non, c'est juste qu'on essaie de faire croire que le récepteur a une capacité à interagir sur le message. Mais en effet, c'est très faux. Certaines émissions vous proposent de voter, vous proposent d'envoyer des SMS, des machins. Ben, tout ça, c'est une tentative pour rendre le canal inversable, pour montrer un peu l'échange des deux postures. Cette propension à comprendre que un vrai acte de communication se produit quand le récepteur peut devenir émetteur et l'émetteur récepteur, elle se fait déjà au XIXe siècle à travers ce qu'on appelle les romans feuilletons. Les romans feuilletons, qu'est-ce que c'est? Ben, dans les journaux du XIXe siècle, vous avez évidemment des informations de toutes sortes, mais les bas de page sont consacrés à la publication de romans en épisodes qui couvrent en général une année complète. Tous les romans que vous connaissez du XIXe siècle ont été publiés en fait en tranches, en épisodes comme ça, jour après jour. Le premier
L'invention de ce principe, c'est 1836. Donc, tout ce qui est postérieur à 1836 est publié comme ça, Les Misérables, tout Zola, tout Jules Verne, tout Balzac post-36, c'est publié de cette façon-là. Et il y a, comme le lecteur voit jour après jour la progression de l'histoire, il y a une propension du lecteur, du récepteur, à vouloir influencer le message. Donc on a des centaines de lettres de lecteurs qui écrivent au journal pour proposer des idées. Ah, mais si, et si dans l'épisode suivant, X faisait ceci ou X faisait cela. Pour vous donner un exemple très précis, dans le roman de Jules Verne qui s'appelle Le Tour du monde en 80 jours, c'est un pari. Un Britannique va faire le tour du monde dans une durée impossible pour cette époque-là, qui est 80 jours. Et au fur et à mesure qu'il progresse, le journal, les journaux reçoivent de la part de promoteurs de transport, de patrons de compagnies ferroviaires, de patrons de compagnies de bateaux, des propositions de financement en disant bah, nous vous donnons de l'argent si Phileas Fogg, le héros, gagne son pari grâce à notre compagnie. Un gros coup de pub. Dans Les Misérables, Jean Valjean irait dormir à l'hôtel de Belfort en face de la gare. Gros coup de pub pour l'hôtel. Bon, c'est la même chose. Donc les récepteurs tentent de modifier l'émission et donc le message parce qu'on a l'impression que le canal est réversible, puisque le roman est publié en tranches, et si, après tout, on pouvait avoir une modification de l'histoire que nous voudrions nous. Canal. Et puis enfin, un dernier qui n'est pas le plus compliqué, mais qui est celui auquel on ne pense pas généralement, qui est le code. Qu'est-ce que le code? Eh bien, le code, c'est les connaissances communes entre l'émetteur et le récepteur. Les connaissances communes entre l'émetteur et le récepteur. Et pour qu'il y ait communication, il faut que nous partagions quelque chose. Ce que nous partageons, par exemple, qui est le plus évident, c'est le français. C'est le français. Si vous et moi, nous ne partagions pas la même langue, si je vous parlais en russe, par exemple, ou si je vous parlais en langue des signes, ou si je vous parlais dans une langue que j'ai inventée, nous avons des grands auteurs du XXe siècle qui ont inventé des langues, comme par exemple John Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux. Si je vous parle dans une langue inconnue de vous, la communication n'a pas lieu. Parce que, évidemment, vous ne comprenez pas le référent parce que vous ne comprenez pas le message. Donc, il faut que nous ayons un terrain d'entente, en quelque sorte, entre vous et moi, pour qu'il y ait cette possibilité d'interaction entre l'émetteur et le récepteur. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est évidemment la langue française, mais ici, j'utilise depuis le début de ce cours un autre code qui est très central dans cet acte de communication que je propose aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous savez lire et écrire. Alors, écrire, ça n'aura pas trop d'importance. Après tout, que vous sachiez écrire, ça n'intervient pas dans notre relation. Par contre, que vous sachiez lire, ça intervient, puisque une partie de ce que je suis en train de vous dire demande que vous maîtrisiez le code, qui est celui d'écriture. Et si je vous dis, par exemple, si je vous ai écrit ou si je vous dis, ça faisant un grec, eh ben, il n'y a que celle qui a fait du grec ou ceux qui ont fait du grec qui le savent. Ça veut dire les animaux courent. Ça, zoa, on connaît zo là-dedans. Les animaux courent. Ben, si c'est écrit et que vous ne maîtrisez pas l'écriture, Pantarei, ben voilà, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ça veut dire tout fout le camp, hein, tout coule, tout s'en va, tout. Bon. Donc, vous ne maîtrisez pas le code, eh bien, la communication ne marche pas. Alors, pour faire encore un peu de culture dans ce
dans ce début, nous avons tout un ensemble d'écritures que nous ne maîtrisons pas au XXIe siècle. L'écriture de l'humanité, l'humanité écrite depuis 3007 à peu près avant Jésus-Christ. Ce que nous savons lire, c'est les langues qui datent de 2000 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'écritures dont nous n'avons absolument pas l'idée de ce qu'elles peuvent vouloir dire. Je vous avais expliqué comment elles naissaient, ces écritures. Elles naissent pour la plupart lorsque les sociétés se complexifient. Agriculture, moins 8000, qui donne lieu à la fabrication de villes. On est là en Mésopotamie, donc l'actuel Iran, Irak. Et dans cette Mésopotamie, les systèmes urbains qui se mettent en place, les systèmes politiques, ont de plus en plus besoin de garder des traces, en particulier de la gestion de la vie quotidienne, qui possède quoi, qui a payé quoi comme impôt, qui a quoi comme stock, d'où des traces écrites sur tablettes de terre cuite, par exemple, qui vont noter les informations qu'on en a besoin de conserver. Mais il y a beaucoup d'écritures que l'on ne maîtrise pas du tout, du tout. Et quand on ne maîtrise pas le code, eh bien, toute la communication s'effondre. Je vais vous prendre deux exemples de cela, qui sont tout d'abord les hiéroglyphes. Hiéroglyphes, tout le monde a déjà vu des hiéroglyphes, tout le monde sait ce qu'est un hiéroglyphe. L'écriture, donc, des Égyptiens de l'Antiquité. Les hiéroglyphes, on en a perdu l'usage, la signification, la compréhension, au IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors, est-ce que quelqu'un sait pourquoi les Égyptiens de cette époque-là, ce qu'on appellerait maintenant les Coptes. Les Coptes, qu'est-ce que c'est? C'est la communauté égyptienne qui descend, point de vue de l'ethnie, du peuple, qui descend des Égyptiens de l'Antiquité. Ces Coptes, donc, ils ont arrêté au IIIe siècle de produire des hiéroglyphes. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Ou a une idée du pourquoi? Personne ne sait. Eh bien, c'est parce qu'au IIIe siècle, l'Égypte est devenue chrétienne. Elle est devenue chrétienne et la civilisation égyptienne a donc décidé, les élites ont décidé d'utiliser désormais l'alphabet, qui est l'alphabet qui est utilisé dans les écritures du monothéisme, à savoir, en l'occurrence, le grec. Grec et le latin. Donc, une autre écriture supplante l'écriture que l'on avait l'habitude d'utiliser. En une ou deux générations, les Égyptiens ont complètement perdu le sens des hiéroglyphes et l'utilisation des hiéroglyphes. Quand est-ce qu'on a retrouvé le décryptage, la possibilité de décrypter les hiéroglyphes? Est-ce que vous savez qui? Oui, c'est Champollion, effectivement, on est là dans les années 1840. Un égyptologue français qui s'appelle Champollion fait une analyse d'une pierre qu'on a trouvée dans le sol qui fait 1 mètre de haut, comme ça, et les grandes que ça fait 1,50 m, grande comme ça, dite pierre de Rosette, que l'expédition de scientifiques qui accompagnait Napoléon en 1798, quand Napoléon a envahi l'Égypte, on a trouvé une pierre, et cette pierre, elle était écrite dans 3 langues. Elle était écrite, avec 3 alphabets, et dans 2 langues. En hiéroglyphe, dans une écriture qu'on appelle le démotique, qui était les hiéroglyphes écrits à la main, en quelque sorte, l'écriture rapide, et puis en grec. Cette pierre avait été saisie par les Anglais à la fin de l'expédition napoléonienne, elle se trouve maintenant au British Museum, et Champollion a accès à cette pierre et comprend en fait que les 3 écritures donnent le même message. Donc il va étudier les hiéroglyphes en relation avec ce qu'on sait en démotique et en grec. Et il va réussir à casser le code, c'est-à-dire à comprendre la signification des hiéroglyphes. Mais entre le IIIe siècle et 1840,
pendant toute cette période, on a des écrits. Les émetteurs, ils sont là. C'était les Égyptiens de l'Antiquité. Le message, il est là. Il est sur les papyrus, il est sur les murs. Le récepteur, c'était nous. 19e, 16e, 15e, 8e siècle. Le canal, c'était des papyrus, c'était des murs de temples, c'était des pierres gravées. Mais le problème, c'est que le référent était inaccessible parce que nous ne maîtrisions pas le code. Donc la communication ne passait pas. Quand on casse le code, eh bien, l'acte de communication est rétabli. Nous en avons beaucoup cassé des codes d'écriture antique après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Bien, c'est lié justement à la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons tout un ensemble de mouvements qui se mettent en place d'information et de contre-information. Ce qu'on appelle l'espionnage, le contre-espionnage, la tentative que l'on fait d'avoir des informations sur l'armée ennemie, et conséquence, la capacité de l'armée ennemie à envoyer des messages sans être comprise, des codes, des contre-codes. Et le bureau qui se chargeait de ces décryptages ou de ces codages britanniques, qu'on appelle le MI6, c'est le réseau d'espionnage de la Grande-Bretagne, finalement se trouve très désœuvré après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils ont passé 5 ans à coder et décoder. Que faire? Et l'université d'Oxford a cette idée tout à fait géniale de rembaucher tous les codeurs et décodeurs qui sont sans emploi désormais, et on leur donne les écritures de l'Antiquité comme sujet d'étude, on leur dit voilà, faites comme si c'était un code allemand. Et le fait est qu'ils vont casser tout un ensemble d'écritures antiques en trouvant le sens et en pouvant le lire. Le plus connu de ce passage en quelque sorte, c'est les écritures de Mésopotamie autour de 2000 avant Jésus-Christ, qui nous permettront de découvrir le texte le plus ancien qu'on connaît, qui est l'épopée de Gilgamesh. Alors, on prononce ça aussi Gilgamesh. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, ça, Gilgamesh? Rien du tout. Ah, honte sur vous. C'est le plus vieux texte de l'humanité qu'on sache lire. C'est un ensemble de pierres, une vingtaine de pierres, sur lesquelles est écrit des signes, et ces signes, on ne sait les lire que depuis donc une cinquantaine d'années, soixantaine d'années, 70 ans. C'est un roi légendaire, et ce roi légendaire décide d'aller voir les dieux pour exiger d'eux l'immortalité. Il est roi d'une petite ville qui s'appelle Ur, et il entreprend un périple pour exiger l'immortalité des dieux. Et il se lance donc dans un grand voyage, à la manière d'Ulysse, pour rencontrer les dieux. Deux éléments ont particulièrement marqué dans cette épopée de Gilgamesh, quand on a pu la lire. La première, c'est qu'elle décrit un déluge, c'est-à-dire que les dieux, fâchés à un moment donné, décident de se débarrasser de l'humanité. Et comment? Eh bien, en faisant monter les eaux, ils noient tout le monde. Cet épisode que l'on trouve dans la Bible 1000 ans plus tard, il était donc déjà dans la mythologie et dans cette hypothèse mésopotamienne, dans cette épopée de Gilgamesh. Et on sait pourquoi, on sait parce que les Hébreux ont été en esclavage en Mésopotamie à un moment de leur histoire, et ils en ont donc tiré des informations, une cosmogonie qui était commune entre la Mésopotamie et la civilisation hébraïque. D'où vient la Bible? Eh bien, on s'est aperçu que la Bible, elle avait des sources qui étaient des sources polythéistes que l'on trouvait en Mésopotamie. Donc c'était une certaine, ça a fait un certain effet, disons, de savoir cela. Et puis, second élément qui était très intéressant, c'est que c'est un des seuls textes dans lequel il est indiqué que si les hommes ont besoin des dieux, les dieux ont absolument besoin des hommes.
Pourquoi? Eh bien, il faut se rappeler que dans les polythéistes antiques, les dieux, ils se nourrissent de fumée. Ils se nourrissent de fumée. On sacrifie une bête, on sacrifie un taureau, on sacrifie une poule ou n'importe quelle bestiole, et les prêtres la font cuire, cette bête. Et les fumées montent jusqu'au ciel, et c'est de cela que se nourrissent les dieux du polythéisme. Les dieux monothéistes se nourrissent plutôt de prières, s'ils ont besoin de nourriture, quand les dieux du polythéisme se nourrissent plutôt de la fumée des offrandes. Plus d'humains, plus d'offrandes, plus de fumée. Et il y a une scène sidérante dans l'épopée de Gilgamesh, dans lesquelles les dieux sont dans leur palais et ils sont en train de errer affamés à la recherche d'une moindre petite fumée qui pourrait les nourrir. Et finalement, ils débarquent en procession sur le dieu, chez le Dieu suprême et ils disent, voilà, recréez-nous les humains, sinon nous allons tous mourir de faim. Et le Dieu suprême, qui a très faim lui-même, recrée l'humanité pour pouvoir enclencher le cycle de la nourriture en quelque sorte. Bon, c'est donc un très vieux texte pour le coup, c'est le plus ancien que nous sachions lire, et il a été cassé suite à la Seconde Guerre mondiale. Un peu de culture de Seconde Guerre mondiale pour les historiens ou pour les autres. Il y a un célèbre code allemand de la marine utilisé pour communiquer entre sous-marins. Voilà, il s'appelle Enigma. Enigma, le code Enigma, c'est une grande machine, ça ressemble un peu à un bureau comme ça. On tapait le message et puis il apparaissait codé sur le papier ou là où vous voulez l'envoyer. Et c'est ainsi que communiquaient les sous-marins allemands. Et le hasard a fait que dans une épave, les Alliés ont trouvé une machine Enigma. Donc ils ont récupéré cette machine et ils ont pu décrypter en direct les messages que s'envoyaient des sous-marins allemands. Ce qui a permis en grande partie de gagner la bataille de l'Atlantique, c'est-à-dire le fait que les Alliés ont maîtrisé les eaux, alors qu'auparavant, c'était plutôt les Allemands qui maîtrisaient l'Atlantique. Donc, pour qu'il y ait communication, il y a, alors j'ai mis d'autres exemples, le Morse, c'est une succession de sons longs et brefs, la langue des signes, les drapeaux des bateaux. On n'en connaît plus qu'un de signes liés à des drapeaux, hein, c'est hop, celui-là, la tête de mort, c'est le drapeau des pirates. Bon, bah, c'est un signe de communication, ça, hein, c'est un code. Mais les bateaux, pendant très longtemps, ont communiqué avec des signaux lumineux ou avec leur drapeau. Il y a donc, pour que communication existe, il y a 6 facteurs, l'émetteur, le récepteur, le message, ce qui est envoyé, par un moyen de communication, qui parle d'un contenu, mais il faut que nous ayons un langage commun. Alors, on va exercer votre capacité de raisonnement. Voici un objet. Cet objet, c'est un panneau de la route. Un sens interdit. Ce panneau, c'est un acte de communication. Mais alors, qui sont les 6 facteurs qui interviennent dans cet acte de valeur? Laissez réfléchir vos camarades 2 minutes. Qui sont les 6 facteurs? Qui est l'émetteur? Qui est le récepteur? Qu'est-ce que le code? Qu'est-ce que le message? Qu'est-ce que le canal? Et qu'est-ce que le référent? Essayez de me trouver les 6 pôles, les 6 éléments qui renvoient à ces facteurs. 2 secondes de réflexion, 2 minutes de réflexion.
Oui. J'ai du mal juste à faire bien distinguer le message et le référent. Le message est le référent. Eh bien, le message, c'est la suite de tous les mots que je fais, de tout ce que j'écris. Le message, c'est tout ce qui est échangé entre vous et moi. Et puis le référent, c'est ce que ça veut dire. Donc, par exemple, depuis le début, je vous échange des moi, des canaux, récepteurs, je vous échange des écrits, je vous échange des messages signaux, des signaux électriques, plein de mots que je vous envoie. Et de quoi ça parle? Ben, ça parle des facteurs et fonctions de la communication. Par exemple, pour vous donner un exemple plus simple, vous faites ça à quelqu'un, qu'est-ce que vous échangez? Ben, vous échangez un tournicotis du poignet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire salut, dire coucou, ça veut dire je t'ai vu. Vous échangez un clin d'œil, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire une connivence quelconque, ça veut dire une. Bon. Vous dites à quelqu'un est-ce que tu veux qu'on mange ensemble le midi? Qu'est-ce que vous échangez? Ben, est-ce que tu veux que nous mangions? Tout un ensemble de mots. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que vous voulez le retrouver pour manger entre le midi. Le message, et ça veut dire c'est le référent. Ouais, c'est ça. Voilà, ça veut dire c'est le référent. Bon, ben alors, regardez ici. Qui est-ce qui met les panneaux? Oui. La sécurité routière. Ça dépend évidemment de la nature de la route. Dans une route nationale, qui met les panneaux? Ben, c'est la préfecture plutôt. Sur une route départementale, c'est le département. Dans une route communale, ben, c'est évidemment la municipalité. Il y a degrés différents. La route, elle appartient, mais celui qui décide de communiquer, ben, en l'occurrence, c'est celui qui plante le panneau. Donc, sécurité routière, ça nous fait une catégorie générale qui nous va bien. Qui est le récepteur? Alors, les gens en général, non, parce que les piétons ne sont pas concernés. Donc, évidemment, on peut même se demander si les vélos sont concernés, tellement il y en a qui prennent les sens interdits. Mais effectivement, c'est plutôt théoriquement toute personne en véhicule. Moto, voiture, camion, et théoriquement vélo aussi. Donc le récepteur, c'est celui qui emprunte la route qui est concerné par ce panneau. Alors ensuite, les plus simples, le code. Qu'est-ce qu'il faut maîtriser pour comprendre le message? Voilà, on paye suffisamment cher pour l'avoir. Le code de la route. Code de la route. Donc, sécurité routière, conducteur, code de la route. Ensuite, le référent, c'est ce qu'il veut dire. Alors, que veut-il dire? Sens interdit. Sens interdit. Il reste ensuite le message et le canal, et ce n'est pas très difficile, puisque le message, qu'est-ce qui nous est envoyé? Ben, il faut imaginer que ce qui nous est envoyé, ben, c'est par exemple quelque chose de différent de celui-là, quelque chose de différent de celui-là, bleu avec une flèche. Le message, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la forme du panneau et ses couleurs. Qu'est-ce qui porte l'information? Ce qui porte l'information, c'est le fait qu'il est rouge avec un centre blanc et puis qu'il est rond. Les panneaux rouges, c'est plutôt des interdictions. Les panneaux bleus, c'est plutôt des obligations, sens unique, obligation de tourner ou des choses comme ça. Les panneaux triangulaires, c'est plutôt des dangers. Donc, le message, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le rouge sur le blanc et avec le rond. Sur une interdiction de stationner, par exemple, le message, c'est quoi?
eh bien, c'est aussi du rond, mais avec une flèche, avec une barre transversale. Celui-ci, sens unique, eh bien, c'est du bleu avec une flèche blanche en plein milieu. Le message, il est porté par la forme et la couleur du panneau. Quant au canal, comment est-ce que celui qui reçoit le message, comment il le reçoit? Ah. Alors, du point de vue de l'émission, c'est le panneau, mais du point de vue de la réception. Exact. Oui. Il y a un camion qui se gare devant. Vous ne voyez pas le panneau. Le panneau, vous passez tout droit. Pour pouvoir recevoir le message, il faut que vous le voyez. Le canal n'est donc pas forcément le même en émission et réception. C'est-à-dire ce qui est la sécurité routière, elle communique en plaçant des panneaux. Donc c'est l'objet qui est canal. Mais pour celui qui circule en voiture, c'est la vue qui lui permettra de recevoir le message. Pensez au téléphone. Téléphone, ce qui émet, c'est la voix, mais ce qui reçoit, c'est l'ouïe et les oreilles. La bouche pour émettre, les oreilles pour recevoir. Le canal, il n'est pas spécifiquement le même entre celui qui émet et celui qui reçoit. Donc, ce qui émet, du point de vue de la sécurité routière, le canal, ben, c'est un truc en fer, un objet métallique avec un pied plus un panneau. Mais pour le conducteur, le canal, c'est la vue. De même que pour le téléphone, celui qui émet, c'est la voix, celui qui reçoit, c'est l'ouïe. Donc, c'est un acte de communication. Avec cet acte de communication, sur chacun des pôles de la communication, sur chacun des facteurs de la communication, va se greffer une fonction de la communication. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué sur 2 points. C'est pas beaucoup plus difficile à comprendre, mais c'est juste un peu plus exotique au point de vue de la terminologie. Là, je me demande pour l'instant, que faut-il pour qu'il y ait une communication? Ben, il faut un émetteur, un récepteur, un canal, un code, un message. Maintenant, je me pose une autre question. C'est, quand j'ai un acte de communication, comment est-ce que je perçois les différents facteurs qui émergent dans cette communication? Je prends un texte et je me dis dans ce texte où est le canal, où est le facteur, où est l'émetteur, où est le récepteur. Ce que nous venons de faire avec le panneau. Mais en passant à peine un peu plus théoriquement, si le texte il est comme cela, si le panneau il est comme cela, c'est parce que la communication elle sert à quelque chose. Elle a des fonctions. Et les fonctions de la communication, eh bien, elles sont liées à l'émetteur. Il y a une fonction, un usage, une utilité, une incidence sur la communication qui dépend de l'émetteur, qui dépend du récepteur, qui dépend du message, du référent, du canal et du code. C'est ce que Jacobson appelle donc les fonctions de la communication. Si on communique comme on communique, c'est parce qu'il y a une fonction de la communication qui est liée à chacun des facteurs. Alors là, le problème, c'est que la terminologie est un petit peu compliquée au point de vue de son usage. Mais vous allez voir que ce n'est pas si catastrophique que ça. Avec l'émetteur va une fonction, donc c'est ce que je mettrai ici en rouge, qu'on appelle la fonction expressive. Autrement exprimée, dans un acte de communication, celui qui émet, il va y mettre une partie de lui-même. Quelle est cette partie de lui-même? Eh bien, c'est tout ce qui relève des avis, des opinions, des expériences, des événements, des jugements. Cette partie, elle se voit très précisément quand celui qui parle se met à vous raconter sa vie ou à puiser dans son expérience ou sa vie personnelle
des éléments qui sont propres à sa personne. Par exemple, on vous dira, je me rappelle quand j'étais en classe de CM2, j'avais des élèves qui, ah oui, dans l'acte de communication, celui qui parle fait appel à quelque chose de très personnel pour le donner. On dira, il y a quelques années, j'ai vu dans une classe une séance qui consistait à. Je vous parle de moi, de ce que j'ai vu avant. Ce sera encore des informations plus personnelles. Ma fille, quand elle était à tel niveau, elle a eu tel élément. Donc l'acte de communication est très souvent porteur d'informations qui relèvent stricto sensu de l'émetteur parce que c'est une fonction de la communication que de parler de soi. Mais si on inverse, quand je vois un acte de communication, je me dis, tiens, à ce moment-là, s'exprime cette fonction, celui qui parle est en train de parler de lui. Avec le récepteur, va une fonction qui porte un nom tout à fait barbare, mais bon, bah, faut faire avec. C'est la fonction conative. La logique serait réceptive, certes, mais ce n'est pas ma théorie à moi, hein, c'est Jacobson. Donc, il faut bien utiliser. Bon. Quand je communique, je mets une part de moi, mais je mets aussi une part du récepteur. Je mets une part du récepteur, c'est-à-dire je communique en relation avec celui qui est en face. Ça peut se traduire par quoi? Par l'adaptation du vocabulaire, par exemple. On ne parle pas des enfants comme on parle des adultes. Mais c'est plus directement tout ce qui relève des questions, des ordres. Si je vous dis, quelqu'un a-t-il compris? Évidemment, c'est une question, ça s'adresse directement à celui qui est en face. Si je vous dis, moins fort, là, vous faites trop de bruit, bon, je m'adresse directement. Mon acte de communication, il intègre des éléments qui sont stricto sensu liés au fait que j'ai quelqu'un en face de moi. Si je dis des tu, si je dis des vous, si je dis des chutes, si je dis des ordres, prends le pain en rentrant, j'intègre dans mon acte de communication celui qui est en face, c'est ce qu'on appelle donc la fonction conative de la communication. Quand dans les journaux de télévision, on vous dit bien vu dans votre journal, mais on essaie désespérément de vous faire adhérer à la chose en vous prenant à partie. Qu'est-ce que nous avons encore? Une fonction relativement simple à saisir avec le référent dans une fonction référentielle. Cette fonction référentielle, c'est ce qu'on appelle en pédagogie la didactique. On appelle la didactique. Autrement dit, je parle d'un sujet, le référent, c'est parler d'un sujet, mais ce sujet, je vais le découper en tranches, je vais l'organiser, je vais le structurer, je vais le mettre en forme selon des principes qui me sont propres. Je vais commencer par quelque chose, puis je vais suivre avec quelque chose d'autre, puis je vais parler. La didactique, je vous avais dit lors de mon premier cours que c'est le découpage en tranches, en épisodes, c'est quoi? Par exemple, ici, moi, j'ai commencé par parler des facteurs, puis j'ai commencé par parler de l'émetteur, puis du récepteur, puis du message, référent canal code. Vous voyez, j'ai fait un choix d'organisation. Je ne peux pas tout dire en une seconde. Je ne peux pas dire 700 mots en une seule seconde. Donc, j'organise mon contenu sur le temps. J'organise mon contenu sur le temps. J'organise le référent sur le temps. Et la manière dont je le fais, ça s'appelle la fonction référentielle de la communication, le fait que j'avance pas à pas dans des directions qui se suivent. En didactique, on appelle ça, en pédagogie, on appelle ça la fonction référentielle. La fonction didactique, la didactique. En pédagogie, on appelle ça la didactique. En linguistique, on appelle ça la fonction référentielle. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons sur le message une fonction qu'on appelle poétique.
Alors, ça n'a pas tout à fait le sens du mot poétique traditionnel. Il faut, il y en a une qui a fait du grec, j'ai entendu tout à l'heure, voilà, poiein en grec, et fabriquer. Poiein, fabriquer. Donc, la poétique, c'est la fabrication. On appelle la poésie ainsi, c'est parce que c'est une écriture très fabriquée. Il faut des rimes, il faut un nombre de syllabes précis, il y a tout un ensemble de critères poétiques. Donc c'est une langue très très fabriquée, très très créée, très très organisée. Donc qu'est-ce que c'est que la fonction poétique? Eh bien c'est le fait que pour envoyer mon message, j'ai des options. J'ai plein d'options et je prends des choix. Le choix le plus simple, c'est par exemple le niveau de langue. Alors, vous rappelez cela, le niveau de langue. On n'a pas fait de cours là-dessus, mais c'est des choses que vous devez, dont vous devez vous souvenir. C'est qu'on estime qu'il y a un français standard, c'est celui que je suis censé utiliser moi, et vous, quand vous vous adressez à moi. Il y a un français qu'on dira relâché. Il est fait de gros mots, il est fait d'abréviations, il est fait de petites infractions à la grammaire. Puis un français soutenu, c'est celui qui serait un peu empoulé, un peu avec des mots recherchés. Et dans Ruy Blas, par exemple, de Victor Hugo, on trouve la place m'est heureuse à vous y rencontrer. La place m'est heureuse à vous y rencontrer. Ça, c'est du français soutenu. En français normal, c'est bonjour, heureux de vous rencontrer. Et puis en français relâché, c'est salut mon gars, alors quoi de neuf? Voilà, salut mon gars, quoi de neuf? Ça, c'est du plus relâché. Relâché, soutenu, entre les deux, standard. La fonction poétique, c'est ça. Moi, j'ai 2 enfants, fonction expressive, mais bon, c'est normal. J'ai 2 lardons, j'ai 2 mioches, un peu relâchés. Et puis, j'ai 2 petits anges tombés du ciel. Alors ça, c'est un petit peu empoulé. Ce sera un français un petit peu, peut-être sophistiqué. En tout cas, je choisis. Je choisis, je choisis comment j'organise le message. Vous voyez, si c'est du pain que j'ai acheté, du pain, j'en ai acheté, j'ai le pain, c'est le même référent. Mais c'est un ordre que je choisis moi de mettre les mots. Ça, c'est la fonction poétique. Elle se traduit aussi, cette fonction, cette fonction poétique, par tous les choix que je peux faire. Par exemple, voiture, bagnole, taco, carrosse. Ça, c'est des choix. Chien, toutou, cabot, sac à puce, ça c'est des choix. Et c'est ce qu'on appelle la fonction poétique. Celui qui parle, il fait des écarts de langue. Ou pas, des écarts de langage. Fonction référentielle. Avec le canal, va une fonction dont le nom est très très barbare, qui est la fonction fatigue. P-H-A-T-I-Q-U-E. P-H-A-T-I-Q-U-E. Qu'est-ce que la fonction fatigue? Eh bien, c'est toutes les tentatives pour combler les vides. C'est tout ce qui n'a pas de sens. Tout ce qui n'a pas de sens. Et la communication est faite d'éléments qui n'ont pas de sens. C'est les donc, les bombins, les alors, donc, c'est-à-dire bien, nous, alors, c'est parti. Voilà, tout ça, c'est du vide, ça n'a aucun sens. Et c'est aussi ce qu'on appellerait l'éthique de langage. Et donc, et alors, qui se répètent euh, en continu, mais les E en particulier. Oui, la communication est l'horreur du vide. Si nous étions des bons communicants, et vous écouterez les journalistes par exemple, ils s'entraînent pour dire leur texte en hachant les mots, séparant les mots. Aujourd'hui, accident de la route à Belfort, nous avons constaté, et il n'y a rien entre les mots. Mais un communicant normal, il met du vide entre les mots. Il met du plein, pardon, justement. Il met du plein entre les mots pour éviter le vide. C'est les allongements. Alors,
La voiture, c'est les E, c'est les donc, c'est les pains, c'est les brefs, c'est les voilà. Et il y a aussi là-dedans tout ce qui relève des phrases de contact. Et vous allez arriver ici, vous allez me dire bonjour. Mais est-ce un bonjour? Est-ce qu'il ne fait pas, est-ce qu'il fait suffisamment beau pour qu'on dise que c'est qu'un bonjour? Puis d'un côté, si vous arrivez et puis vous me dites pas bonjour, mais vous me dites journée de merde, bah, ça sera surprenant sur le coup, mais bon, c'est pas tout à fait comme ça qu'on fait. Au téléphone, vous dites allô. Ça ne veut rien dire du tout, allô. Ça veut juste dire voilà, je suis prêt. Voilà, je suis prêt à répondre. Tout ce qui relève de la phrase des contacts, les merci, les bien le bonjour, les au revoir, tout ça c'est du vide. Au point de vue de la communication, c'est juste ce qui fait le contact. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction fatigue. Et puis, il nous en reste une dernière, qui est celle qu'on appellerait la pédagogie en didactique, c'est la métalinguistique. Métalinguistique. Mais le code, vous vous rappelez que c'est ce qui nous est commun. Le code, c'est ce que vous possédez et que je possède qui permet de communiquer. Mais parfois, nous ne maîtrisons pas tout à fait le même code. Parfois, nous avons un écart métalinguistique. Nous avons un écart entre ce que je dis et ce que vous recevez. Et donc, je suis obligé de préciser le code. Je suis obligé de faire des explications. Je vais vous dire, la fonction métalinguistique apparaît sur le canal. Aux yeux, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je précise parce que la fatigue, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc, je précise. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une fonction qui comble les vides. Je donne une définition. J'explique ce que c'est. Le code n'est pas assez clair entre vous et moi. Donc, je l'explique. Et cette explication, c'est ce qu'on appelle la fonction métalinguistique. Dans le message, il y a des morceaux qui sont des explications du code. Alors, si je refais une sorte de petit schéma, vous avez par exemple ici un acte de communication. Voilà, vous avez un énoncé, quelqu'un a dit quelque chose, un acte de communication. Et en fait, cet acte de communication, il est comme cela, parce que s'expriment des fonctions. Je vais commencer par bonjour. Bon, ben, ici, j'aurai la fonction fatigue. Bonjour. Et après, je dirais, ici, en plein milieu, j'aurai de nouveau la fonction fatigue. L'acte, il est comme ça, parce qu'il y a une fonction de la communication qui est de combler les vides. Ensuite, je dirais, j'ai pas eu le temps de préparer mon cours aujourd'hui. Ça, c'est la fonction expressive. C'est ma vie. Donc, je vais vous proposer de faire un petit exercice pendant que Ça, c'est la fonction phonative. Je m'adresse à vous. Vous allez m'étudier la poétique. Alors, qu'est-ce que c'est que la poétique? Eh bien, c'est c'est un petit bout qui va concerner la fonction métalinguistique. Oui, l'acte de communication, il est comme cela, parce qu'à un moment donné, je parle de moi, je parle de vous, je vous explique des trucs. Les trucs en question, c'est le référent, c'est la fonction référentielle. Je fais de la phrase, c'est le message, et puis je comble tous les vides avec du vide. Pardon, je comble tous les vides avec du plein qui n'a pas de sens. En termes de radio, le vide, on appelle ça du blanc. Du blanc, communication déteste le blanc. Il faut mettre des éléments dedans. Oui, alors j'ai sauté une diapositive. C'est quoi la métalinguistique? C'est les explications. Le train est arrivé en retard. Comme je ne suis pas sûr que vous sachiez de quoi je parle, je dis c'est le train de 15 heures dont je parle. Je précise. Je rajoute de l'information plus claire. Le mécanisme s'est brisé. Le bidule là qui va avec le machin, les deux écrous. Il crie go away. Je te rappelle, ça veut dire dehors. Attends. Harry Potter m'a beaucoup plu. Le film, parce que pas du roman. Le film, c'est une précision.
c'est de la fonction métalinguistique. Je vous dis quelque chose, mais comme je ne suis pas sûr que vous compreniez tout à fait ce que je dis, je précise le référent. Donc, 6 facteurs qui vont avec 6 fonctions. Si je prends un exposé, fait par des élèves, en l'occurrence, des étudiants, eh bien, dans cet exposé, je dois pouvoir retrouver des éléments qui renvoient à chacun de ces facteurs. Alors, voilà. Vous avez donc le premier, c'est celui qui est affiché ici. C'est un exposé d'un étudiant de première année. Sujet est libre, et donc voilà ce qu'il produit. Il produit un texte. Et la question que je vous pose, c'est est-ce que vous arrivez dans ce texte à retrouver les éléments qui renvoient aux 6 fonctions de la communication? C'est-à-dire, s'il a dit ça, c'est parce que la communication, et là des fonctions qui sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vous aide pour commencer. S'il dit bonjour, bon ben, fonction fatigue, ça commence par du bon vide, du bien vide. Bonjour, bon ben, je vais parler des personnages de Hellboy. L'enfant de l'enfer en français. Il s'agit d'un film fantastique qui m'a bien plu. Les personnages, il y a le héros. Vous l'avez vu? Bon, bah, alors taisez-vous, alors ceux qui connaissent. C'est Hellboy, un démon qui vient de l'enfer par l'incantation d'un nazi. C'est pendant la guerre, c'est pas la guerre de la guerre, la seconde, je crois que c'est. Des nazis invoquent un démon, mais pas de chance, c'est un gosse, en fait, un enfant. Ça, c'est ce qui est envoyé. Et si c'est envoyé comme ça, c'est parce qu'interviennent 6 fonctions dans l'acte de communication. Alors, essayez de me retrouver où sont les 6 fonctions de la communication là-dedans. Faites les petits entourages, vous cherchez, vous.
Bon, voilà, bon ben, ça veut rien dire. L'intérêt maintenant, vous savez cela, c'est que vous allez pouvoir observer vos profs. Et c'est un sujet de grand intérêt. C'est quand est-ce qu'ils utilisent justement ces différentes fonctions. Il y a une vingtaine d'années, lorsque le gouvernement tunisien m'avait demandé de réformer les programmes de français, on a réécrit les programmes de collège, et ben il y a bon, bah, raconte pas ta vie, gars. Ou alors, quel intérêt est-ce que ça a? Voilà. Quel intérêt est-ce que ça a dans le contexte? Bon, bah, ça, c'est la fonction expressive. Voilà. Et puis tous les les ben, les dons, moi je fais du don à tout change, je sais, mais c'est un tic de langage. Alors, le voilà l'erreur. Bonjour, bon ben, ça sert à rien. Je vais parler de lui. Vous, mais parle de vous. Donc, fonction expressive, fonction conative pour le vous. Parler ça sert à rien. Personnage de Hellboy. La fonction référentielle, c'est-à-dire le contenu, il est où? Eh bien, il est d'en parler des personnages de Hellboy. Pas le plus important. Et comme il n'est pas sûr que vous maîtrisiez l'anglais à un niveau suffisant, notre étudiant nous dit l'enfant de l'enfer, Hellboy, en français. Donc, c'est une explication, c'est donc la fonction métalinguistique. Je traduis ce que je dis. C'est, bon, ça sert à rien, c'est la fonction pratique. C'est un film fantastique, donc information, film fantastique, qui m'a bien plu, son avis, fonction expressive. Et entre les deux, il y a un bon, ben, bon, enfin, tout ça, ça sert à rien. Donc, pour l'instant, en information, personnage de Hellboy, film fantastique. Et puis, en personnage, il y a le héros. Même pas d'une puissance d'information quand même très terrible pour l'instant. Il n'empêche que, qui m'a bien plu, c'est la fonction expressive. Et puis là, il se passe une interaction non prévue. L'étudiant qui prépare ça, il ne s'attend pas à ce qu'en face, le public soit autre chose que passif. Donc, visiblement, ils sont un petit peu actifs. Vous l'avez vu? Bon, ben, ta gueule, ceux qui l'ont vu. Voilà. Et il ne le dit pas comme ça parce que je suis là. Vous l'avez vu, taisez-vous alors ceux qui connaissent. Ça, c'est la fonction conative, c'est l'interaction avec le groupe. Vient un peu d'information, c'est Hellboy, un démon qui vient de l'enfer par l'incantation d'un nazi. C'est pendant la guerre. La seconde, donc ça c'est une précision. Vaut mieux que les nazis soient pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que la Première Guerre mondiale, il n'y en a pas. Hein. Le nazisme, ça commence véritablement en 23 et ça prend le pouvoir en 33. Donc 14-18, il n'y en a pas. Je crois, fonction expressive, c'est des nazis
qui invoque un démon, mais, alors pas de chance, pourquoi c'est fonction expressive? Parce que c'est un avis, c'est un jugement, c'est une prise de position personnelle. Je fais un gosse, et puis là, il y a l'expression plus massive de la fonction poétique, parce qu'il se reprend sur gosse et il dit enfant, donc il change de niveau de langue. Mais tout est poétique. Curieusement, dans ce texte, tout est poétique. C'est-à-dire, tout est un choix de celui qui parle. Donc, il s'agit du choix des mots par l'émetteur, mais elle se voit par le choix du niveau de langue à la fin, elle se voit aussi dans tout ce qu'il décide d'envoyer. Vous avez un second exercice ici qui est à peu près le même. Alors, on ne va pas tout analyser parce que ça nous prendrait un certain temps. Trouvez-moi juste deux manifestations de chaque fonction. Deux manifestations de chaque fonction. Je n'ai pas que des... Oui. Oui, ça ne sert à rien. Alors, puisqu'on est sur le fatigue, est-ce que vous m'en trouvez un autre? Les E, en fait. En fait, et puis, Enfin, sinon. Oui, en fait, là-haut. enfin, le, bon, enfin, bref, oui, c'est pas trop ce qui manque dans cette communication-là. Il faut que vous soyez très attentifs en termes de préparation de l'oral d'un concours. Il faut que vous tranchiez les mots nets. Le sujet qui m'est proposé, c'est un sujet de cycle 1. Dans ce cycle 1, nous allons, et non pas le sujet qui m'est proposé, c'est un sujet de cycle 1, et voyez, il faut que vous ayez un langage qui soit un langage d'adulte, c'est-à-dire vous isolez les groupes. On ne peut pas lire en tout liant. Le sujet qui m'est proposé, c'est un sujet de cycle 1 qui consiste à, ça c'est la lecture, et c'est une mauvaise lecture. Une lecture normale, elle isole les groupes, une énonciation normale. Le sujet qui m'est proposé, c'est un sujet de cycle 1. Il s'agit de proposer une séance pour des grandes sections de maternelle qui, on coupe et on scande. Parce que sinon c'est incompréhensible. Bon, voilà, donc la fatigue, voilà, encore oui, voilà, c'est très difficile d'éviter le vide. Qu'est-ce que vous voyez de particulièrement visible outre la fatigue? Fatigue et la fatigue. Voilà, vous avez déjà parlé, votre camarade. Il ne s'attendait pas à ce que le contenu soit si nul que les autres rient. Non, chut, riez pas. Non, chut, ici. Vous voulez ici. Si vous, ici, vous pouvez. Bref, il y a tout un ensemble d'éléments qui sont des éléments naturels de la conversation. Les vous, ils peuvent ne s'adresser à personne. Je dirais, par exemple, si vous venez dans un mois à Belfort, il y aura peut-être des problèmes parce que les travaux, gna gna gna. C'est pas vous particulièrement, c'est une sorte d'universel. Si n'importe qui va à Paris pendant les Jeux Olympiques, il aura bien des problèmes. Pas vous en particulier. Bon, donc ça, c'est effectivement la fonction conative, c'est celle qui consiste à interagir avec le groupe qui est en face de soi. Oui, voilà, votre camarade. Oui. On donne son avis. Je la pratique. Alors, un deuxième. Fonction expressive, je donne mon avis. C'est aussi, rappelez-vous, les jugements de valeur.
Il y en a des bons. Il y en a des bons et il y en a des plus mauvais. Une autre fonction? Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poisson dans la zone. Alors, il y a là un mot très compliqué qui est poissonneux. Poissonneux. Donc, on l'explique. Qu'est-ce que ça veut dire poissonneux? Eh bien, il y en a qui pas poissonneux, qu'il n'y en a pas. Il y en a. Alors, est-ce que vous en voyez une autre de cette fonction métalinguistique? Non, mais en plastique. En fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et le bouchon d'hameçon soit quelque chose qui met du sol, mais du sol au fond de l'eau. Hein. C'est pour les comptes qui pêchent hors de l'eau. Non, oui. Précision du sol au fond de l'eau. De même, nous avons, il faut des plombs. Si vous pêchez, donc relative avec des plombs, oui, parce que vous pouvez pêcher avec un moulinet ou avec des plombs. Précision, on parlera de deux modalités de pêche. C'est pas la pêche en soi, il y a la pêche au moulinet, puis il y a la pêche. Donc ça, c'est une explication. Moulinet ou. Il nous manque la fonction poétique, je crois. Alors, est-ce qu'elle s'exprime par des niveaux, ou est-ce qu'elle s'exprime avec des niveaux de langue un peu différents? Ah oui, il y a référentiel. Mais référentiel, c'est donc le contenu. Alors, finalement, de quoi ça parle? La pêche. Donc ça, c'est de l'information. On règle les plombs. Il faut des appâts, on règle les plombs. On ne pète pas les plombs, mais on règle les plombs. Qu'est-ce que j'apprends dans cet exposé? J'apprends que pour la pêche, il faut des appâts de couleur, adaptés d'ailleurs aux poissons. C'est une question d'emplacement. Il faut des appâts et des plombs. On peut avoir aussi un moulinet. Vous réglez pour que l'hameçon soit à quelques centimètres du sol. Il s'enfonce et vous tirez la canne. Donc, contenu scientifique quand même de cet exposé, il faut une canne, un hameçon, des bouchons, vous mettez le bouchon dans l'eau et vous tirez dessus quand le poisson est mort. Sans dire que ça manque un peu de technicité, ce n'est quand même pas un référent qui est extraordinaire. Mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister et de me donner un sujet d'exercice. Et il nous manque donc la fonction poétique. C'est quand on utilise des mots qui sont des mots plus sophistiqués. Oui. Alors, le épi, il est effectivement d'un niveau de langue un peu inférieur. Je l'avais mis plutôt dans le fatigue, mais ça peut être aussi une manifestation de la dimension poétique. Alors, poissonneux, c'est un choix de mots un peu sophistiqué. D'ailleurs, il est obligé d'expliquer. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poisson dans la zone. Il y a de sorte que personne n'emploie l'oreille de sorte que. On dit pour que. De sorte que. Bon, vous avez donc compris le principe. La question de cet facteur et fonction de la communication, elle relève donc des différentes fonctions. Alors, il faut se méfier des textes pédagogiques parce que, en général, les auteurs ne mettront pas de notes. Ils vous diront la fonction expressive fait ceci ou cela. Puis ils ne vous diront pas petite note, la notion expressive, c'est une référence à 1965, élément de linguistique de Roman Jakobson et sa désigne. Vous êtes censé connaître le sens que ces mots prennent les uns par rapport aux autres. Alors, on va essayer cela. La dernière fois, je n'ai pas réussi à mettre le son, mais c'est parce que je ne suis pas du tout. Et quand tu as très chaud, du UNESCO. Vous entendez quelque chose ou pas?
Bon, vous irez sur YouTube, vous cherchez l'Aquatic Tour et tout vous tombez là-dessus. Donc, pauvre Bobby Watson, il est mort il y a 2 ans, je sais, nous sommes allés à son enterrement il y a 1 an et demi. Le sens n'est pas là. Et puis là, ils s'appellent tous dans la famille Bobby Watson. Donc le sens n'est pas là non plus, ça va devenir absolument ridicule. Vous savez que la Cantatrice Chauve, c'est une pièce un peu exceptionnelle parce que c'est une pièce qui est jouée en continu depuis les années 60. Il y a un théâtre spécialisé dans cette pièce qui s'appelle Théâtre de la Michoguette. C'est dans le 15e arrondissement. C'est un tout petit théâtre qui fait la moitié de cette pièce. Et la pièce est jouée en continu depuis au moins 50 ans. C'est une pièce qui repose sur le non-sens, pas toujours des plus intéressants, mais ça a le mérite d'exister là encore. Bien, donc premier point de nos activités du jour, cette notion de facteurs et fonctions dont on a besoin pour parler de tout ce qui relève de la communication. Alors, point numéro 2, le langage à l'école. J'avais un premier point, facteurs et fonctions de la communication. Second point, le langage à l'école. Alors, il faut tout d'abord savoir, premier point, donc je vais marquer le temps, ce sera plus simple, de langage à l'école. Point numéro 1, deux aptitudes langagières. Deux aptitudes langagière. Vous vous rappelez que langagière, il n'y a pas de U qui cause langage, GA, c'est en anglais que language. Language, il faut le U, mais pas en français. Oui. Là, vous voyez, exocommunication. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire avec en dessous facteurs et fonctions. C'est dans le CM1 communication français. Et puis, nous avons ce qui relève de l'oral, qui se trouve, lui, dans spécificité maternelle. Alors, il faut remonter. UE2. Spécificité maternelle. Mobiliser le langage dans toute sa dimension. Alors, je vais peut-être mis à Vesoul et pas ici. Bon, ben, à la pause, je le mettrai. Il y aura donc un dossier qui s'appellera, je montre, s'appellera l'oral en cycle 1. Je le mettrai plutôt dans le langage dans toutes ses dimensions, spécificité maternelle pour le bout qu'on va faire aujourd'hui. Oui, il y a langage à l'oral maternel. Oui. Vous êtes en construire les premiers outils mathématiques, c'est pour ça que Eh oui, eh oui. Langage dans toutes ses dimensions. Tac, voilà. Identité de l'écriture, la question du langage oral, voilà. C'est tout ça. La mission du langage oral. Bon, je n'ai pas besoin d'un support pour le début. Pour cette première notion, deux aptitudes langagières. Deux aptitudes langagières. Si vous vous souvenez de mon premier cours, il y a une distinction entre langues et langages. La langue, c'est ce que un groupe humain utilise pour communiquer. C'est local. Des langues, il y en a encore à peu près 6 000, 5-6 000 qui se parlent sur notre planète actuellement. Il y en a eu des dizaines de milliers dont nous n'aurons jamais de traces. Ces langues, elles sont locales, servent de moyen d'échange entre des individus. Puis il y a le langage. Le langage, c'est au contraire une aptitude, c'est une compétence qu'ont les humains pour communiquer, comme c'est une aptitude qu'ont les fourmis pour communiquer, les chiens pour communiquer, les oiseaux, les hiboux pour communiquer entre hiboux, etc. Dans le développement de l'enfant, deux aptitudes liées au langage
successives vont se construire. C'est ce qu'on appelle le langage en situation et le langage d'évocation. Situation, langage en situation, langage d'évocation. Vous qui êtes chevronnés en grammaire, vous aurez remarqué donc que langage d'évocation, d'évocation c'est un complément du nom, de plus évocation, et en situation aussi, langage en préposition plus évocation. Deux compléments du nom avec deux prépositions différentes, en situation et puis évocation. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est que ce langage en situation? La définition que j'avais donnée, ou peut-être que les EMF ou n'importe qui d'autre vous a donné, oui? Je fais par rapport. Je crois. Je me dis, le langage qu'on a dans n'importe quelle situation n'aura pas le même langage. Alors, ce que vous appelleriez là, ce serait plutôt ce qu'on appellerait les niveaux de langue. C'est-à-dire, je suis entre vous et moi, j'ai un certain niveau de langue, mon langage s'adapte un petit peu à notre situation. Vous êtes entre vous, vous avez un langage qui s'adapte un peu entre vous. Vous êtes, voilà, vous pensez à la télévision, vous avez un langage qui vous essayez de faire souple. Non, ce n'est pas tout à fait cela, c'est des aptitudes. Hein. Rappelez-vous que le langage, c'est une capacité cérébrale à concevoir et exprimer la pensée. Donc, ce qu'on appelle le langage en situation, c'est la faculté, l'aptitude que les enfants ont à parler du présent et à dire ce qu'ils voient. Parler du présent et dire ce que l'on voit. J'ai, une grande partie de mon cours de cette première partie, fait du langage en situation, c'est-à-dire je vous projetais des choses et je parlais sur des éléments que je voyais. Je vous parlais de ce qu'on voyait. Cette capacité, la psychologie du développement, qui étudie donc comment on grandit cérébralement parlant, nous dit que les enfants commencent à la maîtriser parfaitement vers 2-3 ans. C'est-à-dire que vers 2-3 ans, un enfant, il est capable de dire chat en en voyant un, le chat en en voyant un, chien, s'il sait ce que c'est en en voyant un, fourchette, stylo pas, crayon, peinture, quelque chose comme ça. Le langage en situation, c'est la capacité à dire ce qu'on a sous les yeux, dire ce que l'on voit, ou à parler de ce que l'on fait là maintenant au présent. L'école maternelle partira du principe que l'élève a des capacités de dire le présent et de dire ce qu'il voit. Et l'objectif de l'école maternelle, c'est de le faire progresser dans ses capacités à dire ce qu'il voit et à parler du présent. De fait, il faut que vous vous rappeliez des capacités linguistiques des enfants, qu'un enfant de 3 ans, c'est capable de faire des phrases grosso modo de 3 mots, facile, 3-3. Un enfant de 4 ans, capacité à faire des phrases de 5 mots, et un enfant de 5 ans est capable de faire des phrases de 7 mots. Voix chat vert, voix chat noir, voix chat noir, voix chat noir, 3 mots. Il a 3 ans. Ouais. Prends le stylo. Bon, prends le stylo. Au lieu de je prends ce stylo, prends stylo vert. Prends stylo vert. Il est capable de faire des phrases de 3 mots. Donc, il dit ce qu'il voit, mais les capacités linguistiques, c'est 3 mots. Donc, ce n'est pas très limité. Il faut justement l'amener à cette capacité linguistique qui va enrichir son vocabulaire, sa structure grammaticale, on va dire dans un instant, pour passer du 3 mots aux 5 mots. Ça ne se fait pas naturellement. Hein. C'est un apprentissage. Du 3 mots aux 5 mots, du 5 mots aux 7 mots. Puis, quand il a une grande section de maternelle, il a la capacité de faire des phrases de 7 mots. Quand il sera au CP, on pourra considérer qu'il est capable de faire des phrases, pas en illimité évidemment, mais des phrases avec un nombre de mots beaucoup plus grand. Un des objectifs
de cette école maternelle, c'est de travailler ce langage en situation pour le faire progresser. Mais on part du principe que l'élève a cette capacité cérébrale-là. Vous verrez d'ailleurs que c'est extrêmement stressant pour les enseignants de petite section et moyenne section de maternelle parce que ça inquiète énormément les parents, le fait que les élèves n'ont que cette capacité cérébrale-là de langage. À 11h30, la première chose qu'on demande aux enfants, c'est alors, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Et les enfants sont incapables de répondre. Ils sont incapables de répondre parce qu'ils savent dire le présent. Et ils savent dire ce qu'ils voient. Donc, ce qui s'est passé il y a 1 heure, ils n'ont pas sous les yeux, ils ne le savent pas. Donc, les parents en maternelle moyenne section sont très, très, très inquiets en permanence. Elles viennent voir les enseignants en leur disant, mais alors, il a fait quelque chose ce matin, sous-entendu, vous avez fait quelque chose, vous, ce matin, vous leur avez appris des trucs, ou... parce que les élèves sont totalement incapables de dire. Mais par contre, si vous leur, à 11h30, vous leur montrez ça, mais s'ils regardent, ils disent, ah oui, ben, Lou et le lapin. Donc, ils sont capables de dire les choses s'ils les ont sous les yeux. C'est lié à leur maturation cérébrale, à la maturation de leur langage. Vous prenez un enfant de petite section de maternelle à 2h de l'après-midi, vous lui dites qu'est-ce que tu as mangé à midi, il ne sait même pas qu'il a mangé dans la journée, il ne sait pas si c'est le soir ou le matin, il ne sait pas si. Par contre, si vous lui montrez une assiette et puis tu as mangé quoi, il y a un petit pois. Et dans le courant de cette maternelle, les enfants vont acquérir la seconde capacité langagière que nous avons, c'est la capacité d'évocation. Et cette capacité d'évocation, je la mets d'une autre couleur, cette capacité d'évocation, elle consiste, cette seconde capacité, la capacité d'évocation, elle a comme caractéristique de temporaliser, c'est-à-dire de se placer dans la suite temporelle. Donc, quand on maîtrise, quand un enfant maîtrise le début du langage d'évocation, c'est tout simple. Vous lui dites qu'est-ce qu'on a fait ce matin? Et il vous répond lis une histoire. Lis une histoire, ça veut dire qu'il est capable de se rappeler qu'il y avait un avant. Il y avait un avant, il y aura un après. Capacité à se placer dans le temps. Et la deuxième, c'est de mettre en place les éléments les uns par rapport aux autres, qui se traduira par la causalité et l'hypothèse. Oui, on ne dit plus simplement le présent, parce qu'on a le temps, la temporalisation, la temporalité, on est capable de dire je fais ça, et puis après il y aura ça. Je fais ça, ça entraînera ça. Et dans le sens inverse, s'il fait ça, c'est parce qu'il a faim. Il court après les moutons, ben, il a faim, parce qu'il a faim. Il court après les moutons, parce qu'il a faim. Je mets en relation les événements les uns avec les autres. Je sais me projeter dans le temps, mais aussi, conséquence directe, dans le pourquoi et dans le peut-être, dans l'hypothèse et dans la causalité. Oui. Alors, l'enfant qui est que dans le présent, il est capable de dire, il mange, il court après les lapins, le loup regarde les lapins, il est capable de dire ce qu'il voit dans l'instant présent. Quand il aura la capacité à dire qu'il y a un après et puis qu'il y a un avant, il sera capable de mettre en relation des événements, certes présents, mais de les mettre en relation avec ce qui peut arriver après et ce qui peut arriver avant. Et c'est ce qui permet de fabriquer, dans le langage qui est le nôtre, la causalité. Pourquoi est-ce qu'il court après les lapins? Parce que peut-être il a faim. Donc il a faim, donc il court après les lapins. Ou il court après le lapin parce qu'il avait faim. Je peux mettre des événements en relation les uns avec les autres parce que j'ai compris qu'ils se déclinent sur le temps. Et de façon identique en quelque sorte dans l'autre sens,
qu'est-ce qui se passera s'il court après les lapins? Ah ben, s'il court après les lapins, ils vont s'enfuir. Donc, hypothèse, si le loup court après les lapins, dans l'avenir, ben, hypothèse, peut-être les lapins vont-ils s'enfuir. Ou peut-être va-t-il attraper un lapin. Ou peut-être le chien le chien va peut-être le poursuivre. Faculté à émettre des hypothèses. Alors, si on fait un petit peu d'entrée dans justement l'hypothétique, cette capacité-là d'évocation, comme cette capacité de situation, elle est liée à notre articulation du langage. Hein. On fabrique des mots à partir de sons. Les mots renvoient à des concepts, des idées. L'anthropologie, c'est-à-dire l'étude de l'humain, se pose des questions sur l'origine de ce langage. Comment ça se fait que nous, Homo sapiens sapiens, nous avons ce langage et puis que les autres espèces ne l'ont pas? Alors, il y a une hypothèse qui a été émise par un linguiste, qui a été émise par un linguiste qui vient de mourir, là il est mort il y a 5 ans, de plus il est mort en 2018, qui s'appelait Derek Dickerton, D-I-C-K-E-R-T-O-N, Derek Dickerton, et ce linguiste, il a fait il était spécialiste des langues des Caraïbes, il a fait une supposition, et à défaut d'autres suppositions, ben, on prendra celle-là, que ce langage humain, il est d'abord apparu avec la première forme un peu évoluée de mot quelque chose, c'est le mot erectus, le premier qui s'est tenu debout. Et il suppose que le mot erectus, il y a 1,5 million d'années, il aurait eu comme capacité à mettre des mots, mais que des mots. Arbre, animal, enfant, homme, femme, lance, caillou. Voilà. Il aurait eu un langage qui n'était fait que de cet élément lexical. Donc, moi, manger, animal. Toi, prendre outil. Des phrases qui ne sont faites que de mots. Et c'est il y a 300 000 ans, avec Homo sapiens, que le langage aurait pris une nouvelle tournure parce que nos capacités cérébrales sont quand même beaucoup plus sophistiquées, qui est le langage tel que nous l'avons nous, avec cette capacité en situation et d'évocation. Mais alors, pourquoi? Pourquoi Homo sapiens a-t-il développé ces compétences-là? Eh bien, on fait 2 hypothèses, les linguistes et les anthropologues font 2 hypothèses qui ne sont pas contradictoires, mais qui relèvent de ce langage d'évocation. C'est qu'on pense que soit le langage humain s'est développé parce que nous avions des besoins narratifs, la narration, et cette narration, elle est liée à la temporalisation. Qu'est-ce que c'est la narration? Ben, c'est la capacité à raconter des histoires. Hier, je suis allé à la mare, et j'ai vu qu'il y avait des animaux. Aujourd'hui, comme il faut bien que nous mangions, je vais prendre mes armes et ce soir, j'irai chasser les animaux. Je mets des événements dans une succession. Vous voyez, c'est pas moi manger animal, moi chasser animal, toi prendre outil, moi aller à la mare, moi aller mare. C'est pas seulement des. Nous avons une capacité qui s'inscrit dans le temps, une conception du temps, un langage qui s'inscrit dans le temps. Donc, nous sommes capables de raconter des histoires, l'avant, le maintenant, l'après. Et peut-être que le langage humain, il s'est développé parce que nous avions besoin, nous avions des besoins, nous avions la capacité à raconter des histoires, à placer les événements les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire à temporaliser. Puis l'autre hypothèse qui naît, ben, elle est liée à l'autre, c'est que le langage humain, il s'est développé parce que nous avions justement une capacité ou une faculté à argumenter. S'il pleut, les animaux iront à la mare, je prendrai mes outils, mes armes, et j'irai les chasser. Je suis capable de mettre en relation
des événements de cause à effet, d'hypothèses, les uns par rapport aux autres. Et c'est ce besoin-là qui a permis au langage humain de se développer. Et ce langage d'évocation, il a cette notion d'organisation dans le temps, et puis d'organisation des événements les uns après les autres. C'est la caractéristique du langage humain de temporaliser et d'articuler, d'argumenter. Donc, est-ce que c'est parce que nous avions des besoins de ce type-là que le langage s'est créé tel qu'il est actuellement? Est-ce que c'est plutôt l'axe narration? Ça, c'est un certain nombre de linguistes qui pensent que c'est plutôt les besoins narratifs qui ont créé le langage, d'autres qui pensent que c'est plutôt les éléments argumentatifs. Mais en tout cas, c'est lié à cette faculté que nous avons de langage d'évocation. Ce langage d'évocation, c'est le second enjeu du langage à l'école maternelle. Les élèves doivent, vers 5 ans, avoir acquis cette capacité à localiser dans le temps et cette capacité à organiser les événements de cause à effet et d'hypothèse. Donc, c'est l'œuvre de la maternelle de fortifier le langage en situation et de faire entrer l'élève dans le langage d'évocation. Et maintenant que vous savez cela, je vais donc vous donner les 3 grands objectifs de la maternelle, parce qu'il y a 3 objectifs, mais en fait, c'est les mêmes, c'est le même domaine. L'objectif de la maternelle, c'est de faire entrer les enfants dans le langage. L'objectif de la maternelle, c'est de les faire entrer dans le langage mathématique. La numération, le comptage, l'énumération. Et l'objectif de la maternelle, c'est de mettre en scène le corps dans l'espace. Ici, à Belfort, vous avez 3 profs. Il y en a un de PS, un de mathématiques, un de français. Vous prenez tous les sites d'IUFM, INSPE, DESP avant, vous aviez 3 profs. Un de chaque domaine-là, parce que c'est les 3 grands objectifs de la maternelle. Le corps dans l'espace, c'est la motricité, la capacité mathématique et la capacité langagière. Et en fait, ces 3 aptitudes-là sont extrêmement liées, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas aller l'une sans l'autre. Vous vous rappelez, quand nous avons regardé l'entrée dans l'écrit, je vous ai dit que l'entrée dans l'écrit, il y a toute une partie qui est la partie spatiale. Ben, la partie spatiale, c'est aussi la partie motricité. Et vous voyez que toute la partie de temporalisation, par exemple, c'est aussi ce qui permettra de la mathématique, les mathématiques en général, qu'il y a un 1, puis après il y a un 2, puis il y a un 3, la suite numérique, c'est de la temporalisation. Maintenant que vous savez ça, quand vous irez faire des observations maternelles, quand vous serez en maternelle, eh bien vous verrez que tout l'enseignement de maternelle est organisé avec des disciplines, les arts, la musique, les sciences, etc. Mais en fait, tout l'enseignement de maternelle vise à créer chez l'enfant les aptitudes langagières en situation et d'évocation, les aptitudes mathématiques et la maîtrise du corps dans l'espace, et tout cela est intimement lié. Qui a déjà fait parmi vous un stage en maternelle? Maternelle, pratiquement tout le monde. La maternelle, si vous vous souvenez, elle commence par des rituels. Le matin, on accueille les enfants et on va faire un ensemble de rituels. Et soit ils sont mal faits, soit ils sont bien faits. Ce sera mon cours prochain, bien fait ou mal fait. Qu'est-ce que ça veut dire bien fait? Eh bien, ça veut dire que les rituels, ils tendent à faire entrer les enfants dans le langage ou et dans les mathématiques et dans la maîtrise du corps. Je vous donne un exemple tout simple. On fait l'appel, on ne fait pas l'appel, pardon, justement, on ne fait pas l'appel, on regarde qui est présent et qui est absent. Un enseignant normalement constitué, il sait compter jusqu'à 25, il sait immédiatement qui est présent, qui n'est pas présent dans sa classe. Mais on va passer un quart d'heure de rituel à regarder qui est présent et qui est absent.
C'est pas faire l'appel, mais c'est entrer justement dans le langage mathématique et le langage d'évocation. Vous avez ici une petite carte. Sur cette petite carte, eh bien, vous avez un nom qui est écrit. Peut-être avec une photo, petite section d'Internet, sans doute avec une photo. Voilà celui qui est absent aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui est absent? Eh bien, en fonction de l'aptitude de l'enfant, il va mettre en place des stratégies qui seront des stratégies de motricité, des stratégies mathématiques, des stratégies de langage pour savoir qui est présent. Il va mettre en place des stratégies de sociabilisation, ce que j'appellerais aussi une motricité, c'est-à-dire il est assis dans l'espace, son corps est dans l'espace, et il voit que Bidule est absent. Donc cet élève-là qui dit « Ah bah c'est Florent qui est absent parce qu'il n'est pas là », il a une aptitude qui est une aptitude de sociabilisation, sociabilité, capable de se repérer par rapport aux autres. Celui qui vous dira bah, « il y en a deux qui ne sont pas là bah, », celui-là, il aura construit l'idée que une première étiquette, c'est une unité, une deuxième étiquette, c'est une unité, une troisième étiquette, c'est une unité, puis qu'il y a une petite suite, c'est 1, 2, 3. Et donc, si ça c'est 1, ça, ce sera donc 2. Mais ça ne tombe pas du ciel, ça se construit, mais lentement, lentement, lentement. Voir M. Rousset. Et puis enfin, celui qui dira, bah, c'est Florent, comment tu le sais? Bah, parce qu'il a la même lettre que moi, celui-là, il aura fait de la discrimination visuelle. Et puis cette discrimination visuelle, il l'aura transférée sur sa propre carte avec son propre prénom, parce qu'il s'appelle Fabien. Il a la même tête que moi. Puis elle fait feu. Et puis des feux, qui est-ce qu'il y a qui fait feu aussi comme moi? Et il aura transféré des compétences de raisonnement. Il aura mis en place des éléments les uns après les autres. Tous les rituels, combien d'absents? Quel jour sommes-nous? Comment on écrit les jours? Tout ça, ça ne sert pas à écrire le jour, ça ne sert pas à compter combien nous sommes, à dire qu'il y a d'absents. Ça sert à entrer dans le langage d'évocation à partir du langage de situation. Ça sert à articuler le langage mathématique avec sa fonction dans la vie réelle, et ça sert à se sociabiliser dans l'espace avec les autres. Donc toute la maternelle, elle vise ces capacités-là de langage et d'évocation. Bon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous revoyons après la semaine de vacances. Nous allons consacrer, on va dire, 4 cours à ce langage à l'école. C'est le gros morceau pédagogique que nous avons là pour cette période.